Bonjour Olivier Rey, enchanté de vous recevoir pour ce nouveau portrait d'éléments. Vous êtes un des penseurs français les plus originaux du moment, et pas que du moment, à la croisée de plusieurs disciplines. Et c'est un peu surprenant de voir toutes ces disciplines que vous réunissez en vous, les mathématiques, mais aussi la philosophie, mais aussi les beaux-arts, puisque vous connaissez bien l'histoire de la peinture, mais encore le roman, puisque vous avez écrit 2 romans. Votre œuvre est très stimulante, elle apporte un éclairage inattendu qui déplace le regard du lecteur et ouvre des perspectives nouvelles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire votre œuvre, il y a une chose qui m'intrigue beaucoup chez vous et que j'ai jamais vraiment comprise, pour ne rien vous cacher, c'est votre coupe de cheveux. Pardonnez-moi, Olivier Rey. Franchement, c'est un crime capillaire par moment, cette coupe de cheveux. En tout cas, donnez-moi votre adresse, l'adresse de votre coiffeur pour que je ne le recommande surtout pas à ma femme. Oui, bah écoutez, c'est une entrée en matière un peu surprenante, mais bon, je vais vous dire, quand j'étais adolescent, je portais les cheveux assez longs et c'était moche. Ensuite, au moment de mon service militaire, je suis passé par Couët-Quidan et là, je me suis retrouvé avec la boule à zéro et c'était moche. Depuis, ils ont un peu repoussé, mais c'est toujours moche. Et enfin, il ne faut pas mettre en cause les coiffeurs, hein, c'est une question de matière première, hein, c'est sans remède. D'accord, Voilà. ça n'a pas une dimension monastique chez vous? Non, il n'y a rien à faire. Entendu, oui. Vous évoquiez votre service militaire. Vous avez fait Polytechnique. Et Polytechnique, c'est également une école militaire, sportive. Qu'est-ce que c'est qu'un polytechnicien? Un polytechnicien, on imagine que c'est un super ingénieur, que c'est un spécialiste de tout et de rien, un peu comme un journaliste au fond, mais à un niveau supérieur. Un super technicien. En quoi ça consiste, Polytechnique? C'est d'autant plus surprenant chez vous, c'est que le polytechnicien, c'est un spécialiste de la technique. Or, toute votre œuvre, depuis 15 ans, c'est quand même en gros une critique raisonnée, argumentée de la technique. Oui, alors, bon, moi ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en classe préparatoire, j'ai eu un coup de foudre pour les mathématiques. Bon, ce qui fait que je me suis beaucoup investi dans leur étude. Bon, ce qui m'a fait réussir le concours d'entrée à l'école polytechnique. Et en fait, l'école polytechnique porte aujourd'hui assez mal son nom. C'est plutôt une école polyscientifique. Bon, au moins celle que j'ai connue, parce que la plupart des écoles aujourd'hui, quelles qu'elles soient, évoluent vers un modèle unique qui est celui de la business school, à une vitesse plus ou moins rapide. Mais bon, comme je disais, à l'école polytechnique, on étudie beaucoup les sciences, pas la technique ou la technologie. D'ailleurs, il y a une distinction qui me semble importante à faire. Moi, personnellement, je réserve le terme de technique à son sens ancien de savoir-faire, traditionnel, qui se transmettait de génération en génération avec de menues évolutions, améliorations, de la technologie, qui est une manière de produire des objets dont on n'aurait même pas eu l'idée sans la science moderne. Hein. C'est-à-dire que ce sont des objets qui sont issus, qui sont absolument solidaires de la science mathématique de la nature qui s'est développée en Europe à partir du XVIIe siècle et qui a vraiment commencé à produire des effets au XIXe siècle. Et alors donc c'est en cela qu'effectivement il y a une relation étroite entre études des sciences et ensuite technologie, puisque la technologie par essence est solidaire, des sciences. Mais bon, personnellement, moi en ce qui me concerne, ce qui m'a conduit encore une fois dans cette école, c'était d'abord la passion des mathématiques. La passion que j'ai eue à une époque pour les mathématiques. D'où les cheveux longs au départ. Parce qu'on associe les cheveux longs. Oui, ça je ne sais pas. Je pense que ça peut se pratiquer avec n'importe quelle longueur de cheveux. Un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, Alexandre Grothendieck, pas un poil sur le caillou. D'accord. Sur Polytechnique, sur cette dimension technique, est-ce qu'il faut, pour faire l'œuvre qui est la vôtre, donc une critique globale, une critique de la technique, en tout cas des mésusages de la science, est-ce qu'il faut la connaître à fond, cette technique? Est-ce qu'il faut connaître à fond cette science? De toute façon, aujourd'hui, personne, même les plus grands scientifiques, personne ne connaît à fond la science parce que c'est devenu un tel buissonnement que de toute façon, on est spécialiste de quelque chose.
Bon, alors ensuite, on peut quand même avoir, et ça, pour moi, c'est quand même un des bienfaits de l'école polytechnique, encore une fois, tel que je l'ai vécu, c'est que ça donne une culture générale scientifique assez... Encyclopédique, hein. Oui, peut-être pas encyclopédique, mais enfin solide. Et une des grandes raisons de l'impuissance politique dans laquelle on est aujourd'hui, bon, il y en a de nombreuses, mais en fait, en tout cas, l'une d'entre elles, c'est la séparation très nette qu'il y a dans les études entre d'un côté la science et de l'autre côté les lettres. Et donc la tendance à produire des scientifiques assez incultes et de l'autre des gens qui peuvent avoir de la culture mais qui n'y connaissent rien en sciences. Et alors à ce moment-là, quand ils se mettent à critiquer la technologie, il est assez facile de les disqualifier en leur disant qu'ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas ou bien qu'ils s'en prennent à quelque chose simplement parce qu'ils ne le maîtrisent pas. Donc c'est un avantage quand on s'en prend à... On peut mettre en cause certains aspects de la technologie que de ne pas être complètement ignorant dans le domaine. Mais vous avez un parcours qui fait que vous êtes à cheval sur les deux disciplines, hein. D'où, entre autres, hein, mais il y en a d'autres, on le verra, d'où votre originalité, c'est que vous êtes à la fois mathématicien, mais aussi philosophe, hein, et vous renouez, pour ainsi dire, avec une tradition classique, hein, somme toute. Puisque jusqu'à l'aube de la modernité, jusqu'au XVIIe siècle, ne serait-ce que le cas français, Descartes, Pascal, hein. Je dis français, Leibniz, c'est français, puisqu'il écrit en français, enfin, à sa façon, il écrit en latin et en français. On a des philosophes qui sont aussi des mathématiciens et des mathématiciens qui sont aussi des philosophes, hein. Ce qui est votre cas. Oui, mais en fait, en même temps, il faut se méfier des fausses synonymies, c'est-à-dire qu'on parle de philosophie, on parle de mathématiques, comme si c'était quelque chose, des essences qui étaient un peu invariantes au cours de l'histoire, et ça n'est pas le cas. Et autant à une certaine époque, philosophie et mathématiques pouvaient aller de concert parce que les mathématiques avaient une dimension spirituelle et la philosophie avait une dimension universelle qui incluait aussi les mathématiques. Autant à l'époque moderne, on va vers un monde de spécialisation et où les mathématiques, fatalement, se séparent de la philosophie. Donc on peut faire à la fois des mathématiques et de la philosophie, mais ça n'est pas pour autant que les deux sont mariés. Ouais, c'est assez inhabituel aujourd'hui, je conçois. Vous évoquiez la condescendance des chercheurs et des scientifiques pour ces philosophes qui critiquent la technologie, sinon la technique, hein, voire même la science, hein, mais elle est réciproque, oui, voilà, cette condescendance. Moi j'ai toujours en tête, mais vous l'avez aussi en tête, le mot d'Heidegger, encore qu'il ait des répercussions et des résonances beaucoup plus profondes que ce qu'il dit. Heidegger s'est pas fait beaucoup d'amis quand il a dit ça, mais la science ne pense pas. Est-ce que les scientifiques peuvent penser, mais la science, mais pas en tant que scientifique, hein. Quand il dit la science ne pense pas, que lui répondez-vous et comment l'aider, cette science, à penser ou à se penser? Il faudrait une longue exégèse pour vraiment préciser ce que Heidegger entend par la science ne pense pas. Il y a quelque chose une expression assez belle employée par le physicien Jean-Marc Lévy-Leblond qui dit qu'il faudrait réussir à mettre la science en culture. C'est-à-dire en fait à ne pas comprendre la science comme une puissance autonome extérieure à la culture et qui viendrait plus ou moins s'imposer à elle, mais plutôt comme partie intégrante de la culture. Après tout, quand l'Europe moderne s'est lancée dans la grande aventure de la science mathématique de la nature au tournant du XVIe, XVIIe siècle, là, c'était véritablement une entreprise philosophique. Et donc, comprendre la dimension philosophique qu'il y a pu y avoir dans cette orientation, ce serait une condition pour justement ne pas simplement subir le développement scientifique, mais l'intégrer à une réflexion générale qui permet éventuellement d'ailleurs de mettre en cause certaines de ces évolutions. Mais c'est vrai aussi aujourd'hui, pardonnez-moi, la recherche du vivant ou de l'infiniment petit, du moléculaire, de l'ADN ou de l'infiniment grand, le cosmos, hein. Enfin, c'est des enjeux qui outrepassent leur dimension scientifique, hein. Il y a une résonance spirituelle, il y a une résonance philosophique derrière, hein. Et comment se fait-il que les disciplines soient à ce point-là étanches les unes aux autres, hein? Oui, mais enfin, ce qu'il y a, c'est que la science moderne, par essence, a une dimension ésotérique. À partir du moment, précisément, elle a pris cet idéal de déchiffrement du monde par les mathématiques, comme disait Galilée.
et que par ailleurs, il s'est avéré au fil du temps que, à travers la technologie moderne, cette science donnait une puissance absolument extraordinaire. Et donc aujourd'hui, en réalité, ce qui pilote le développement scientifico-technologique, c'est la recherche de la puissance. Le reste, bon, c'est du second ordre. Ouais, ouais. Depuis longtemps. Dernière question sur les mathématiques. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une punition, les mathématiques. À l'école, hein, parce que ça va au primaire, ça va. Après, on perd pied et on se noie. Pour autant, il y a quelque chose de fascinant chez les mathématiciens. Alors peut-être que c'est l'industrie hollywoodienne hein, qui les a mis en scène à travers des films, à travers des biopics. Hein. Mais il y a un nombre de fous incalculable chez les mathématiciens. C'est le sentiment qu'on a, en tout cas, de schizophrènes. Hein, de types qui sont encore plus fous que Rimbaud, presque. Hein. Est-ce que c'est pour ça que j'avais lu quelque part dans un de vos livres ou de vos interventions qu'il y avait une dimension... C'est la peur de la folie qui vous a fait renoncer aux mathématiques hein. Oui, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de fous chez les mathématiciens que chez les poètes hein. Que chez les mathématiciens qu'ailleurs. En fait, il y avait une petite histoire que racontait une institutrice qui m'avait semblé très instructive pour comprendre ce qui se joue véritablement avec les mathématiques et pourquoi tant de personnes, comme vous dites, ont des résistances invincibles vis-à-vis de cette discipline. Elle racontait que c'était vraiment pour des enfants, je pense que c'était en grande section de maternelle ou au CP, je ne sais pas. Enfin, c'était pour les initier aux relations d'ordre entre les nombres. Et alors, il y avait une question qui était posée aux élèves, je ne sais pas, moi, Charlotte fait 1m32 et puis Émilie fait 1m28, laquelle est la plus grande? Bon, puis il y a un élève qui répond, c'est Émilie. Alors l'institutrice, elle dit, bon, mais... quand même, regarde, Émilie, 1m28, Charlotte, 1m32, non, Émilie. Il dit, mais pourquoi tu me dis Émilie? Et il dit, parce que je préfère Émilie. Et ça me semblait absolument, dans cette toute petite histoire, on saisit vraiment le nœud de l'affaire, c'est-à-dire que les mathématiques, c'est un monde dans lequel, quand on entre, on dit, oublie toute préférence. Il y a des règles, il y a des structures, il y a des nombres, etc. Et ton esprit doit se mettre au service du fonctionnement de cette logique. Et tu n'as plus ton mot à dire. Et je pense que c'est ça qui explique que pour beaucoup de personnes, elles ne veulent pas franchir le pas, entrer dans un monde où elles n'auront plus leur mot à dire. Ah ouais. Voilà. Mais en même temps, ça a aussi une forme de grandeur. Et Simone Veil, par exemple, la philosophe, toute sa vie a fait des... C'est assez émouvant, on a retrouvé dans ses cahiers, elle faisait des exercices de mathématiques, parce que pour elle, les mathématiques, c'était une expérience spirituelle de la nécessité. D'accord. Et son frère était un grand mathématicien. Il était un grand mathématicien, oui, tout à fait. Alors on va laisser de côté les mathématiques, parce qu'après tout, nous vous lisons. Parce que vous êtes un philosophe, parce que vous êtes un romancier, même si la dimension mathématique hein, affleure, et on en reparlera. En particulier sur les questions d'échelle, de taille, de proportionnalité, qui font l'essence, le noyau pardon, de votre œuvre. Hein. Vous avez sorti, dans le cadre du coronavirus, une brochure assez courte, un tract chez Gallimard. On n'en peut plus de ce coronavirus, de ce corona machin, on ne sait plus comment l'appeler, corona bidule, corona quelque chose. Hein. Et ce quelque chose, vous l'appelez l'idolâtrie de la vie. Je trouve que le titre est un programme, le titre dit tout. Quand un titre dit tout, à la limite, on n'a pas besoin de lire le tract, je l'ai lu, rassurez-vous. Pourquoi cette idolâtrie de la vie? C'est ce à quoi on pense tous. Hein. Si, je vais vous dire, il faut quand même le lire. Hein. Mais il a été lu. Ouais. Pour justement comprendre de quelle vie il est question quand on parle d'idolâtrie de la vie. Parce que la vie, c'est un mot aujourd'hui qui est extrêmement chargé, qui a une longue histoire. Il y a la vie dont parle Jésus dans les évangiles lorsqu'il dit « je suis la vie ». Il y a la vie, par exemple, dont parle Nietzsche, le Zarathustra de Nietzsche, qui dit « la vie veut s'élever et en s'élevant veut se surmonter elle-même ». Et puis il y a la vie telle qu'elle est définie dans les dictionnaires depuis le 19e siècle. Là, j'ai en tête la définition de Littré qui doit être la vie, l'activité de la substance, l'activité spontanée de la substance organisée. Et en fait, toutes les définitions de la vie depuis le 19e siècle dans les dictionnaires sont à peu près équivalentes.
Et là, on voit bien que Jésus, quand il dit « je suis la vie », il ne dit pas « je suis l'activité spontanée de la substance organisée ». Quoi. Donc, et en fait, ce qui se passe, et c'est là où je parle d'idolâtrie de la vie, c'est qu'en fait, il y a une sorte il s'est opéré une forme de transfert du sacré qui pouvait être attaché à la vie au sens de Jésus ou au sens, si on veut, de Zarathustra, à la vie organique telle qu'elle est définie justement par le positiviste littré et tous les dictionnaires depuis le 19e siècle. Voilà, c'est un report de ce sacré, et quand le sacré est précisément placé au mauvais endroit, c'est exactement la définition de l'idolâtrie. Ah oui, dans des termes évangéliques ou bibliques. Mais la vie conçue d'une certaine manière, elle mérite tout à fait d'être vénérée, voire même adorée. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'est une autre vie qui est idolâtrée, comme vous le dites. Hein. Donc c'est une vie physiologique. Le paradoxe qui nous a beaucoup, en tout cas qui a frappé beaucoup de gens, dont vous, c'est que pour préserver cette vie, elle n'est pas à minima, en tout cas elle est définie à minima, elle est déspiritualisée. Pour la protéger, on la confine, on la surconfine, bref, on la cloître. Hein. C'est le paradoxe, c'est que pour défendre la vie, pour la prolonger, pour accroître la longévité et la durée de vie, on l'aliène. Hein. C'est ça qui est le plus désagréable dans cette idolâtrie de la vie, parce qu'après tout, qu'il y ait des idolâtres, bon, pourquoi pas. Mais c'est qu'en même temps, cette idolâtrie amène à ruiner la vie dans ses autres dimensions. Hein. Ouais. Mais même dans sa dimension physiologique, j'ai un corps, j'ai besoin qu'il bouge ce corps. J'ai besoin de faire du vélo, j'ai besoin de faire du sport, que sais-je. Or, pour protéger cette vie, je m'interdis, je me confine, donc je m'interdis toutes sortes d'activités. Je trouve que c'est un paradoxe, hein, c'est que même la vie physiologique est dévaluée. Oui, et puis bon, le problème auquel on est confronté aussi ici, c'est que encore, bon, quand il y a des dangers absolument gigantesques qui sont présents, il est quand même légitime d'avoir comme préoccupation principale d'écarter ce danger. Mais là, on est quand même face à un danger modéré qui a été immensément grossi, enfin hors de proportion. Moi, je lisais dans le journal que la moyenne d'âge des personnes qui sont mortes du coronavirus en France depuis le début de l'épidémie est de 82 ans. Ouais. Or, il se trouve que l'espérance de vie en France actuellement est de 82 ans. Ouais. Bon, voilà, donc évidemment, toutes ces morts sont extrêmement regrettables, comme toutes les morts, mais en même temps, c'est quand même pas... Enfin, j'ai du mal à voir cela comme la catastrophe absolue qu'on nous présente tous les soirs au JT. Voilà. À propos du coronavirus... C'est-à-dire, en fait, là, ce qui se passe est tout à fait révélateur d'une société moderne qui refoule complètement la mort. Et alors, bon, qui est tout d'un coup... Alors, quand il y a une nouvelle... Par exemple, c'est extraordinaire. Au cours du XXe siècle, l'espérance de vie a énormément augmenté. Les gens meurent de plus en plus vieux, mais dans les nomenclatures, la mort de vieillesse a disparu. Il faut le savoir aujourd'hui, même Jeanne Calment n'est pas morte de vieillesse. Plus personne ne meurt de vieillesse, on meurt toujours de quelque chose. Et ça sous-entend l'idée que finalement, si ce quelque chose avait pu être réparé, on ne serait pas mort. Et donc, en fait, on vit dans une sorte de perspective d'immortalité potentielle. Ouais. Et puis, de temps en temps, il se passe des accidents regrettables et donc on meurt. Mais c'est sur fond d'immortalité potentielle. Et alors, quand le Covid-19 arrive, on a une nouvelle cause de mortalité qui arrive. Alors là, c'est l'émoi extraordinaire parce que ça brise un petit peu cette idée d'immortalité dont une bonne partie de la population se berçait. Et puis ensuite, il y a un bénéfice secondaire parce qu'à partir du moment où on fait l'équation Covid-19 égale mort, d'un côté, si on se protège du Covid-19, c'est comme si on redevenait immortel. Voilà, donc... voilà, on va porter des masques, mais en même temps, on ne fait pas attention en traversant la rue. Parce que de toute façon, le Covid-19 a concentré sur lui la mortalité. Risques, tous les risques de mortalité. Ouais. Ça voudrait dire qu'on ne sait pas mourir, ayant perdu ce sacré. Le grand livre pour cela, c'est Ariès, hein. C'est La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. Tolstoï qui a très très bien vu ce qui était en train de se passer fin 19e, début 20e, où les gens ne savaient plus mourir.
Oui, oui, alors c'est un livre fantastique, mais terrible, hein, terrible, hein, parce qu'il meurt seul, hein, on meurt seul chez Tolstoï, hein. La famille n'existe Non, pas. non, 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 il y a son serviteur, un moujik, Oui, il y a le qui serviteur, ouais, lui, ouais. justement, sait encore l'accompagner. Mais pas sa famille Ah ne bah sait non, plus. pas Ouais, sa ouais. famille, Ouais, ouais, évidemment. ouais. On a l'impression qu'à travers cette crise du coronavirus, pardon, beaucoup de grands thèmes, peut-être pas tous les thèmes que vous abordez dans vos livres, mais en tout cas beaucoup de grands thèmes se sont cristallisés. Donc cette espèce de religion d'idolâtrie de la vie, de religion des grands nombres, des statistiques. Hein. Tous les soirs au JT, Véran et les autres nous annoncent 500 machins, 2000 trucs. Hein. Ce sont vos thématiques. Hein. Donc qu'est-ce que ce coronavirus vous inspire, hein? Bah oui, c'est... En fait, je pense que pendant longtemps, la philosophie, son questionnement fondamental portait sur ce qui est. Et puis ensuite, dans l'Europe pré-moderne, moderne, quand le monde s'est mis à évoluer de manière plus rapide, sont apparues les philosophies de l'histoire. Et à ce moment-là, le questionnement fondamental a porté sur le devenir, sur ce qui devient. Et puis ensuite, les choses se sont encore accélérées. Nous sommes sortis des philosophies de l'histoire et maintenant, il me semble que le questionnement fondamental porte non pas sur ce qui est ou sur ce qui devient, mais ce qui survient. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? C'est de l'inédit total, des choses absolument inimaginables auparavant. Qu'est-ce qui nous déboule dessus? Peter Sloterdijk disait que le rôle du philosophe aujourd'hui, c'était d'essayer de penser dans l'avalanche. Voilà, on a une avalanche de choses qui nous déboulent dessus. Et il faut essayer de penser. Alors moi, ce que j'essaye de faire, dans les différents thèmes que j'ai abordés, ça peut paraître assez dispersé, mais à chaque fois, c'est partir de phénomènes tout à fait inédits qui surviennent et d'essayer de comprendre ce qui, dans la dynamique des siècles précédents, peut nous amener à la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est vrai que là, ce qui se noue à l'occasion de la crise du coronavirus, qui n'aurait pas dû vraiment en être une, hein, c'est une forme effectivement de coagulation de différents fils que j'avais pu suivre auparavant, entre autres justement celui de l'appréhension statistique du monde. Hein. Ouais, ouais. Et on y reviendra sur cette appréhension statistique du monde. Sur la question du coronavirus, on a évoqué l'allongement de la durée de la vie et très récemment, dans une intervention, vous avez expliqué, et c'est frappant, hein, je ne vois pas en quoi c'est contestable, hein, qu'il y avait une articulation entre l'allongement de la durée de la vie et le déclin du courage. Hein. Est-ce que pour être courageux, il faut mourir jeune? Est-ce que pour être courageux, il ne faut pas avoir la promesse d'une durée de vie statistique, hein? Moi, en tant qu'homme, ma durée de vie est de 76 ans, je crois, statistiquement. Donc j'espère vivre 76 ans, sinon je reprocherai à la société de m'avoir pris quelque chose. Hein. Est-ce que cet allongement est indexé à une forme de lâcheté? Oui, il peut. C'est surtout... Moi, je pense que ce n'est pas tellement l'allongement, c'est plutôt ce que je disais auparavant, l'idée que l'on vit aujourd'hui sur un fond de potentielle immortalité. Et effectivement, ça c'est extrêmement problématique pour ce qui est du courage. Et là, il y a quelque chose que je regrette de ne pas avoir cité dans l'idolâtrie de la vie, qui m'est revenu en tête par la suite. Il y a un très beau passage dans l'Iliade, quand même le premier texte de l'Occident, où il y a Sarpédon, qui est un des chefs qui combat du côté troyen, un Lycien, je crois, et qui parle à un ami, Glaucos, et qui lui dit « Ah, cher Glaucos, si nous pouvions vivre indéfiniment une vie plaisante, agréable, entourée de tous les biens, ce n'est certes pas moi qui t'encouragerais à aller risquer ta vie sur le champ de bataille, mais... puisque de toute façon nous allons tous mourir,
eh bien, autant aller chercher la gloire sur le champ de bataille et éventuellement aussi perdre notre vie en donnant la gloire, à un autre. Et finalement, d'ailleurs, Sarpédon trouvera la mort en combattant pour Troie. Il sera tué par Patrocle. Mais là, on voit extrêmement bien dans ce discours l'articulation qui est entre le courage et la conscience de la mortalité. Ouais. Mais là, ce n'est pas tellement une question de durée, c'est une question d'être vraiment pénétré de notre condition, de la finitude, de notre condition mortelle. Ouais, mais là, on pourrait parler de cela en termes pascaliens, de fini, d'infini. Si je vis comme si ma vie, bon, d'accord. Si on me pose la question, je dirais oui, bien sûr, je sais que je suis mortel. Mais en réalité, Tolstoï, comme le dira ensuite Max Weber, le moderne vit comme s'il était potentiellement immortel. Et donc, quand je mets ma vie en jeu, je risque de perdre quelque chose d'infini. Et donc, quel enjeu serait suffisamment grand pour me pousser à mettre en jeu quelque chose d'infini? Alors que, en fait, si je suis persuadé de ma mortalité, bon, au pire, je perdrai quelques années de vie, mais là, je perds du fini. Par rapport à quelque chose, là, en l'occurrence, dans l'Iliade, de la gloire, qui est quelque chose aussi qui est une forme de survie. Ou la promesse de mort de la mort, comme disait l'autre âne de Alexandre. Donc effectivement, plus on refoule la mort, c'est normal, moins on est courageux. Moins on est disposé au courage. Oui. Alors, c'était le courage, vous citiez Homère, c'est les vertus cardinales, avec d'autres, la prudence, etc. Mais le courage, la force d'âme, parlons des vertus théologales, l'espérance, la foi, la charité. Pourquoi cette question-là? Parce que j'ai le sentiment que le christianisme est très important chez vous. La question que je voudrais vous poser, c'est savoir comment vous définiriez comme un chrétien dans la cité, ou vous définiriez-vous par votre nationalité ou votre culture, en tant que Français, en tant qu'Européen, ou vous définiriez-vous politiquement comme un conservateur? Ce sont des questions, pas des affirmations, comme un écologiste, ou dans une religiosité ou une religion sans Dieu, comme un sage, adhérant à telle ou telle école de sagesse. Alors, vaste question. Oui, chrétien, sans aucun doute, variété catholique. Français, oui, depuis Clovis. Enfin, c'est pas que je connaisse mon arbre généalogique au-delà de mes arrière-grands-parents, mais je me sens inscrit dans une histoire qui remonte jusque vers l'an 500. Et puis au-delà, d'ailleurs, dans des sources antiques. Européen, oui aussi. Je pense que l'européanité est quelque chose de très difficile à définir, mais en même temps que je ressens très fortement dès que je suis en contact avec elle. Ou loin d'elle. Oui, et qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre après, politiquement... conservateur, oui, par tempérament. Conservateur, réactionnaire, pas du tout. Progressiste, non, de fait. C'est, disons, au sens que le mot a pris, certainement pas progressiste, mais en même temps, c'est parce qu'il y a eu une annexion abusive, parce que je ne vois pas quel être humain n'est pas, de quelque manière, progressiste. Après, la question, c'est de savoir quelles sont les modalités qu'on pense bonnes pour ce progrès. Et bon, par exemple, en ce qui me concerne, c'est vrai que par tempérament, j'ai tendance à considérer que l'ancienneté est plutôt une qualité, enfin, ou au moins quelque chose qui mérite le respect, plutôt qu'une incitation pressante à liquider la chose. Mais ce n'est pas pour autant que je veux dire que le monde est bien comme il est et qu'il faut absolument s'en contenter et ne rien changer. Bon, voilà. Mais c'est vrai que, bon, voilà, je ne veux pas non plus récuser du tout ce terme de conservateur qui me va assez bien. Écologiste, alors là, c'est aussi encore très problématique vu ce que le mot aujourd'hui
on est venu à... Oui, mais on est là pour dépolluer les mots. On est là pour... On est venu à signifier. En fait, je suis quand même un petit peu embêté avec le mot d'écologiste parce que ce qui s'est passé, c'est que avec la modernité, s'est installé un dualisme qui est extrêmement tranché entre d'un côté la volonté humaine et de l'autre côté le reste du monde qui devient une forme de matière première sur laquelle la volonté humaine est appelée à s'exercer. Alors il se trouve que au XIXe siècle, c'est vraiment là où la révolution industrielle prend de l'ampleur et où la technologie se met véritablement à transformer le monde et commence déjà nettement à le massacrer. Et c'est dans ce contexte-là que va pouvoir apparaître une pensée écologique qui voit la nature non plus simplement comme quelque chose à domestiquer et dont il faut se rendre maître, mais aussi quelque chose qui mérite d'être respect et qui mérite d'être protégé. Le problème, c'est que l'écologie telle qu'elle naît au XIXe siècle a tendance, et qui se poursuit au XXe siècle, a tendance à être elle-même héritière du dualisme radical qui est à la source des problèmes. Simplement en disant la nature n'est pas quelque chose à exploiter, mais quelque chose à protéger. Mais il y a quand même un maintien, si vous voulez, du dualisme entre d'un côté la volonté humaine, de l'autre le reste du monde, avec simplement un changement d'attitude. Mais bon, je pense que la bonne manière de prendre les choses, c'est quand même de sortir de ce dualisme pour intégrer de manière meilleure et harmonieuse l'être humain à l'intérieur du monde. Et il ne faut pas simplement le transformer d'exploiteur en protecteur. Je pense que la nature, en soi, elle n'a pas besoin d'être protégée. Ce qui nous revient de faire, ce n'est pas de la protéger, c'est de vivre bien à l'intérieur. C'est pas la même chose. De coexister avec elle. Hein. Mais est-ce que Et finalement, il y a une sorte de volonté de puissance qui demeure à l'intérieur d'une forme d'écologie moderne, au sens où la nature est toujours quelque chose que l'on domine, c'est qu'on prend sous sa protection. Oui, exact. Ouais. C'est un renversement, mais paradoxalement, on n'a pas quitté la position de maître. Hein. Mais est-ce que cette séparation qui a été chemin faisant, et les temps faisant, s'élargissant, est-ce qu'elle n'est pas inscrite dans les racines chrétiennes de la vision européenne que nous sommes longtemps fait de la nature, hein. La création ayant été conçue pour l'homme et rien que pour lui. Très franchement, je ne crois pas. En fait, à l'époque médiévale, il y a quand même eu saint Thomas d'Aquin, et je ne vois pas comment on peut trouver dans saint Thomas d'Aquin une justification à l'attitude dont vous parlez. Mais en fait, ce qui s'est passé au XIIIe siècle, c'est qu'un grand conflit théologique s'est mis en place entre, d'un côté, les dominicains, avec leur grande figure saint Thomas, et puis de l'autre côté, la théologie franciscaine. Vous voyez, pour saint Thomas, la faculté centrale qui apparente l'homme à Dieu, c'est l'entendement. Par quoi ? Par l'entendement, l'être humain peut pénétrer jusqu'à un certain point dans le plan divin et donc participer de la divinité grâce à sa faculté intellective. Et puis, du côté franciscain, il va y avoir au contraire une insistance sur la volonté comme étant la faculté essentielle par laquelle l'homme est apparenté à Dieu. Et ce sera repris ensuite par Descartes qui dit que ce qui fait qu'il reconnaît en lui la présence de la divinité, c'est la volonté. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la modernité, d'une certaine manière, consacre la victoire de la théologie franciscaine sur la théologie dominicaine. D'ailleurs, nous avons un pape aujourd'hui qui a pris le nom de Saint François. Et il y a une victoire du franciscanisme sur la pensée de saint Thomas, mais si vous voulez, elle n'est pas plus chrétienne que ne l'était la pensée de saint Thomas. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des grands enjeux qui, à une époque, prenaient
à l'époque médiévale, nécessairement un tour théologique. Et il se trouve que c'est une certaine école théologique qui a pris le dessus avec le temps sur une autre. Mais est-ce que c'est le christianisme qui est à mettre en cause ou simplement le christianisme qui a été mobilisé à une certaine manière pour avancer certaines idées? Mais on aurait pu argumenter sur des bases chrétiennes, et on pouvait argumenter sur des bases chrétiennes dans un autre sens. Vous tordez le coup à un lieu commun, en tout cas dans l'esprit, dans le sens commun, puisqu'on associait plutôt Saint François et les franciscains à un amour de la nature. Hein. Mais c'est une parenthèse. Maintenant, je pensais à un prêtre qui a beaucoup écrit sur le sujet allemand. Il faut faire la différence entre Saint François et le franciscanisme, comme toujours. Je le vois, je le vois en vous écoutant. Comme entre Saint Thomas et le thomisme, enfin bon, le Marx et le marxisme, etc. Mais moi, je pensais à Eugène, je prononce mal, je ne suis pas, pardonnez-moi, le germaniste en vous va sursauter, au livre de Eugène de Wehrmann, ou de Wehrmann, hein, qui est un prêtre catholique allemand, qui a beaucoup écrit sur la manière dont le christianisme va désenchanter le monde, dont le christianisme, en tout cas en Europe, hein, va chasser toutes les figures qui habitaient la forêt européenne, en tout cas la forêt allemande. Hein. Il montrait en quoi le christianisme avait rendu le monde beaucoup moins enchanté, etc. C'est à lui que je pensais, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais peu importe. Oui, hein. enfin, ce qui est toujours ambigu dans ce genre de choses, c'est que on peut attribuer après coup au christianisme une puissance causale qui n'a pas forcément été la sienne. Je ne dis pas qu'il n'a pas joué un rôle, mais est-ce que c'est vraiment lui qui est en cause, ou bien simplement est-ce que c'est le cadre à l'intérieur duquel un certain mouvement s'est accompli? Si vous prenez les églises romanes, et que vous regardez de près les chapiteaux des églises romanes, on s'aperçoit à quel point le christianisme là, a accueilli dans ces édifices toutes ces choses qui peuplaient la nature, c'est tout le génie, les monstres, etc. Et donc à ce moment-là, on s'aperçoit au contraire que le christianisme donne sa place à toutes les entités qui peuplaient l'âme païenne. Et puis ensuite, bon, ça évolue. Mais est-ce que c'est le christianisme ou est-ce que c'est un mouvement qui s'accomplit dans le cadre tel qui régnant de l'époque, qui est structuré par le christianisme? C'est difficile à dire. Peut-être que c'était la prégnance d'une mémoire païenne, que c'est surtout les bâtisseurs, c'est les compagnons. Comme il est dit dans les évangiles, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Seigneur. Et voilà. Bon. Mais il y en a une aussi pour eux. Très bien. Est-ce que c'est peut-être... Alors abordons maintenant... Rentrons, on a parlé du coronavirus, hein, de cette idolâtrie qui s'est de la vie, de la santé, du confort qui s'est emparé de nous. Maintenant, rentrons dans le vif, du vif, dans le cœur de votre œuvre. Alors peut-être est-ce que c'est votre formation mathématique, hein, justement, qui vous a prédisposé à porter une attention particulière, hein, plus particulière que d'autres philosophes, me semble-t-il, hein, sur la question du nombre, sur la question de la quantité. Comment vous êtes arrivé à vous interroger sur ces changements de seuil, hein, qui nous font passer d'une vision du monde, moi je pense à Guénon toujours au livre, à un règne de la qualité, pour ainsi dire, hein, à un règne de la quantité. Comment la quantité, la statistique, le nombre, hein, s'est emparé des esprits et des sociétés? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en mathématiques, moi je m'occupais d'équations, on dirait, partielles non linéaires. Et là, le terme important, c'est non linéaire. Pourquoi parle-t-on de non linéaire par opposition à linéaire? En fait, il y a un certain nombre d'équations où les différentes grandeurs sont liées entre elles selon des rapports de proportionnalité. Quand une grandeur varie, eh bien, une autre grandeur qui lui est liée varie, mais les variations sont proportionnelles les unes aux autres. Et pourquoi parle-t-on de linéaire? C'est parce que si sur le plan, on trace la variation d'une grandeur par rapport à l'autre, en fait, ça va dessiner une droite. Quand on est dans le domaine non linéaire, en fait, là, justement, les grandeurs ne varient pas de manière proportionnelle les unes aux autres. Et quand on est dans ce type de domaine, il arrive qu'on franchisse des seuils
où des changements quantitatifs vont impliquer des changements qualitatifs. Ce qui n'est pas le cas quand les grandeurs varient proportionnellement les unes aux autres. Quand on grandit, c'est exactement la même chose que ce que l'on avait en petit, en plus grand. En revanche, dans le non linéaire, il va y avoir des cassures, des changements de régime. Un exemple très spectaculaire qu'on peut donner et en même temps très simple, c'est que si vous prenez de l'eau et que vous chauffez, vous la mettez sur le gaz, eh bien pendant un bon moment, tout ce qui va se passer, c'est que la température de l'eau augmente. Et puis, si vous êtes sous la pression atmosphérique normale, quand vous arrivez à 100 degrés, vous continuez à chauffer, ce que vous avez toujours fait jusque-là. Et puis là, au lieu que la température augmente, eh bien l'eau se met à évaporer, l'eau se transforme en vapeur d'eau. Enfin, c'est un très très bel exemple de ces seuils qui existent quand on est dans le non linéaire. Et c'est vrai que ça a attiré beaucoup mon attention sur les racines quantitatives de la qualité. Et ça, c'est quelque chose qui est très très ignoré dans la philosophie moderne, précisément à cause de la séparation qui s'est opérée entre mathématiques et philosophie, avec les mathématiques qui ont été versées du côté des sciences et la philosophie qui à l'université a été accueillie dans la faculté des lettres. Et à partir de ce moment-là, les philosophes ont ressenti un très grand dédain pour toutes les questions quantitatives, repoussant cela du côté des calculateurs. Nous, en philosophie, on n'est pas comme ça. Alors, il y a une certaine forme de justification à cela. La philosophie gardienne d'un certain esprit de finesse contre l'esprit des géométries. Mais en même temps, ça fait passer la philosophie à côté de choses fondamentales, parce que les philosophes vont se mettre à manier des concepts dans l'absolu, sans se rendre compte qu'en fait, tout concept en réalité, a un domaine de validité à l'intérieur d'un certain horizon quantitatif. Et si on se met à délier les concepts de cet horizon quantitatif, à un moment donné, on se met à dire n'importe quoi. Je parlais tout au début de la technique. Vous voyez, c'est un terme problématique quand on en parle de manière trop abstraite, parce qu'on va dire l'homme préhistorique qui prend ses 2 silex pour faire des étincelles, c'est de la technique, et puis la centrale nucléaire, c'est de la technique. Bon, je ne pense pas qu'on éclaire véritablement la situation en appelant tout ça technique. Et cet exemple-là, je pourrais le prendre un peu partout. Alors, je peux prendre un autre exemple, cher à Derrida. Derrida va parler de l'hospitalité. Mais alors lui, l'hospitalité, c'est avec un grand H. Vous voyez, l'hospitalité. Bon. Mais alors, on ne sait absolument jamais, quand on lit Derrida, si face à soi, on a une personne, 10, 100, 1000, 1 million, 10 millions. Or, ça va quand même, dans l'hospitalité, ça va quand même beaucoup changer les choses. Et dès que vous quittez votre livre de philosophie pour vous confronter à la réalité, eh bien, la question de l'hospitalité, elle va rencontrer cette dimension quantitative. Une taille critique. Et les comportements que l'on va adopter vis-à-vis des autres, ils vont être dépendants du fait que face à soi, on a une personne, on en a 2, 3, 5, 10, 20, 100, 1000, quoi. Voilà. C'est la question de la taille critique. C'est l'effet de seuil. Je prends l'exemple de Derrida, qui n'est pas un auteur de chevet, disons. Sinon, pour faire une critique de la modernité, de la postmodernité, il néglige complètement la taille critique de l'hospitalité. C'est le mot de Mitterrand sur l'immigration, c'est qu'il y a des effets de seuil, à un moment donné, on ne peut plus. Mais revenons à cette loi du nombre, à cette loi d'airain du nombre qui domine notre monde depuis plusieurs siècles et qui la domine de plus en plus, une loi de fer. Quelles sont les conditions qui rendent possible cette transformation du monde Quels sont les prérequis qui nous font basculer d'un monde qui ne reposait pas que sur le quantitatif, où le quantitatif existait mais il ne dominait pas tout, à un monde où le quantitatif domine les esprits, l'économie Une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que la première réponse qui vient à l'esprit dans ce cas-là, c'est de se dire qu'à partir du moment où, au XVIIe siècle, apparaît une science mathématique de la nature, qui au moins se donne comme idéal la mathématisation, et donc ça va aussi supposer un certain nombre de mesures et de quantification, on se dit finalement, le fait que nous vivons aujourd'hui dans un bain de nombres et de statistiques, c'est le fait que les affaires humaines ont été envahies
par la façon que la science moderne a d'envisager la nature. Et quand on regarde historiquement comment les choses se sont passées, on s'aperçoit que cette explication ne tient pas la route et qu'au 19e siècle, enfin, alors, bon, la statistique, on en voit des prémices dès la seconde moitié du XVIIe siècle, ça se développe au XVIIIe siècle, mais c'est vraiment au XIXe siècle que la statistique quantitative explose, en particulier à partir des années 1820. Et en fait, cette explosion de la statistique, en fait, elle ne vient pas du tout de la science, hein, elle vient du traitement des affaires humaines. Et la statistique, elle a été sociale bien avant que de pénétrer la science. C'est seulement vers la fin du XIXe siècle que la statistique va commencer à pénétrer la science, la physique et la biologie. Elle ne va être mathématisée véritablement qu'au début du XXe siècle, et c'est seulement par la suite que cette statistique mathématique va éventuellement avoir des effets en retour sur la statistique sociale. Mais la statistique, elle commence par être sociale. D'ailleurs, statistique, en fait, ça vient c'est les Allemands qui ont inventé le mot statistique, mais ça a une racine latine qui est liée à État. Bon, voilà. Mais alors donc, ce qui s'est passé au XIXe siècle, un bouleversement anthropologique majeur qui s'opère à cette époque en Europe, qui a été très bien décrit ensuite par Ferdinand Tönnies dans son grand ouvrage Gemeinschaft und Gesellschaft, communauté et société, c'est le passage du mode de vie communautaire dominant à un mode de vie social dominant. Alors, quelle est la différence essentielle entre communauté et société ? On pourrait dire que dans la communauté, ce qui est premier, c'est le groupe, et les individus existent en tant que membres des groupes auxquels ils appartiennent, alors que dans la société, l'entité fondamentale, c'est l'individu, et la société, elle est ce qui est formé par un rassemblement d'individus. Il y a une formule que j'aime bien pour résumer la chose, c'est que dans la communauté, le « je » est le singulier de « nous », alors que dans la société, le « nous » est le pluriel de « je ». Et alors, autant une communauté, elle est limitée par essence en taille, autant la société, en tant que rassemblement d'individus, elle n'est absolument pas limitée en taille, parce qu'on pouvait mettre n'importe quel nombre d'individus. Et à ce moment-là apparaissent, à la place des communautés limitées en taille, les grandes sociétés d'individus qui vont pouvoir compter des millions, des dizaines, voire des centaines de millions d'individus. Et comment appréhender ces monstres qui se constituent à partir du 19e siècle, ces gigantesques sociétés d'individus? À partir du moment où elles sont précisément... La société est un rassemblement d'individus, eh bien pour l'appréhender, il faut compter les individus et compter leurs activités. Et donc, quel est l'instrument qui permet ça? C'est la statistique. Et donc, la statistique est l'élément absolument adapté à l'appréhension des grandes sociétés d'individus. Voilà, c'est très étonnant ce que vous dites, hein, et très intéressant. Ça veut donc dire, si je comprends bien, que la statistique, hein, ou la révolution des nombres répond à une demande sociale, en tout cas à une demande administrative, hein, en tout cas à une demande démographique peut-être aussi, puisque il faut qu'il y ait des grands ensembles de population. Ce qui est assez amusant, c'est de voir que dès le XVIIIe siècle, il y a une idéologie de la croissance qui s'empare du monde. Mais alors évidemment, il faut trouver des indicateurs de cette croissance. Et alors au XVIIIe siècle, l'indicateur dominant, c'est le nombre d'individus, c'est la grandeur de la population. Et le critère du bon gouvernement qui est reconnu par tout le monde au XVIIIe siècle, c'est est-ce que la population croît ou décroît. Et alors, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est exactement dans la continuation de cela, sauf qu'on a remplacé la population par le PIB, mais c'est la même chose. Ouais. Encore qu'il y a beaucoup de pays qui raisonnent en termes de population, démographiquement. Nous aussi, à beaucoup d'égards, hein, puisque ce n'est pas la population qui augmente, mais qui vieillit, qui entend. La quantité d'auteurs au XXe siècle étaient obsédés par le déclin démographique de... Question, une petite parenthèse, hein. Vous aviez fait un papier dans Éléments sur un peu, en tant que chrétien, sur la question de la taille de la population humaine. Hein. Moi qui m'avais surpris, enchanté, j'avais découvert, j'associais
le croisé et multiplié, enfin que toutes les questions de la population en Afrique, un populationnisme chrétien, et vous montrez que non, il y a peut-être, alors peut-être que, peut-être que le mot est fort, hein, mais vous montrez qu'il y a peut-être une fenêtre malthusienne pour les chrétiens. Malthusienne, je ne sais pas. Enfin, cela étant, de toute façon, il faut quand même se rappeler que Malthus était un pasteur, pasteur anglican, donc a priori il était chrétien. Mais tout à fait indépendamment, enfin Malthus par ailleurs n'était pas un homme fort sympathique, même s'il avait certaines qualités. Bon. On a fait des gorges chaudes du croisé multiplié qu'il y a dans l'Ancien Testament. Bon, il faut quand même voir que c'est un commandement qui est adressé à un moment où sur la terre, il y a un homme et une femme. Donc il est quand même assez bien de leur conseiller de croître et multiplier plutôt que de pratiquer la contraception, sinon l'aventure risque de tourner vite court. Bon, il y a des tas de commandements comme ça qu'il faut quand même savoir replacer dans leur contextualiser. Contexte. Voilà. Bon, par ailleurs, je ne sais pas, si vous prenez en Afrique le pays qui a la démographie la plus explosive aujourd'hui, c'est le Niger. Je crois que le Niger, dans les années 60, il devait y avoir 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, il doit y en avoir 22 et on prévoit qu'en 2050, il y en aura 60. Donc vous voyez que quand on passe en moins d'un siècle de 3 millions à 50 ou à 60, une multiplication par 20, bon, c'est tout à fait explosif. Bon, il se trouve que c'est un pays qui est dans son immense majorité musulman, et je ne crois pas que ce soit les préceptes du Vatican qui déterminent cette croissance. Alors je vous répondrai les religions abrahamiques, mais... Ah bah oui, mais alors déjà, bon... Non, mais votre position est, enfin, ce que vous dites est assez inhabituel, hein, je trouve, et ça n'est pas un reproche de ma part, hein, au contraire. Et par ailleurs, en fait, là, moi je pense que l'explosion démographique, elle est fondamentalement liée à ce dont je parlais auparavant, c'est-à-dire du passage du mode de vie communautaire au mode de vie social. Parce qu'en fait, autrefois, quand les communautés étaient de taille relativement limitée, vivant sur un territoire qu'elles connaissaient aussi les ressources de ce territoire, ce que ce territoire était capable de faire vivre comme population dans des conditions acceptables. Et donc, toutes les communautés bien constituées savaient, par différents procédés, l'âge du mariage, enfin, des héritages, toutes sortes de procédés, contrôler leur population pour qu'elle demeure en adéquation avec les ressources du territoire. À partir du moment où vous faites exploser les communautés, vous passez aux grandes sociétés d'individus, les individus qui peuvent se déplacer un peu partout, on perd complètement la notion de ce qu'une région est capable de nourrir, etc., en se disant si ça ne marche pas là, j'irai ailleurs, enfin, vous voyez. Et donc l'explosion démographique, elle est permise aussi par cette perte du sens du lieu qui habitait les anciennes communautés. Et à ce moment-là, on peut se mettre à faire absolument n'importe quoi. Mais si vous voulez, le problème du malthusianisme, c'est qu'en fait, c'est qu'on va essayer... D'abord, on détruit toutes les structures traditionnelles de la société. Ça induit un certain nombre de choses regrettables. Et alors, à ce moment-là, on va essayer de prendre des mesures coercitives pour lutter contre cela. Et à mon avis, enfin, ces mesures coercitives, elles sont quand même, je trouve, assez monstrueuses. Mais c'est parce qu'on est dans une mauvaise situation que les remèdes qu'on imagine vont prendre ce tour monstrueux. Mais parlons plutôt de néo-malthusianisme. Je conçois que le mot fasse peur, puisque à la fin... non, mais le néo-malthusianisme, c'est bien pire que le malthusianisme. Parce que pour Malthus, qui était un bon pasteur anglican, il disait, les potentiels parents, avant de procréer, devraient poser la question, est-ce que je serais capable d'élever bien mes enfants dans de bonnes conditions ? Et s'ils ne peuvent pas, ils doivent se maintenir dans la chasteté. Bon, le néo-malthusianisme, c'est autre chose. Le néo-malthusianisme, c'est de dire, il ne faut pas trop d'enfants, mais à ce moment-là, tous les moyens sont bons. Donc, la pilule,
la vasectomie, enfin, Donc en fait, là, vous pouvez forniquer autant que vous voulez, tant que vous ne procréez pas. Voilà. Donc la différence entre malthusianisme et néo-malthusianisme, l'objectif est le même, hein, c'est juste que le néo-malthusianisme permet beaucoup de méthodes que s'interdisait le malthusianisme. Mais sans efficacité. Mais peu importe. Après, la chair est ce qu'elle est. Ouais. Mais vous diriez pas comme Lévi-Strauss qu'il faut 800 millions d'humains sur Terre ou 700 millions. Pour des raisons, mais je vous poserai cette question-là, chez Lévi-Strauss, pour des raisons écologiques, pour des raisons même esthétiques chez lui. Oui, alors, bon, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il est difficile de déconnecter la question de la taille de la population du mode de vie de ces populations. Et en particulier de ces déplacements. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose d'habiter sur une terre où il y a... pas 1 milliard d'habitants, mais qui restent chacun à l'endroit, qui vivent à peu près à l'endroit où ils sont nés, ou bien 1 milliard d'habitants qui ne cessent de prendre l'avion et de parcourir la planète en tous sens. En fait, je pense que ce qui compte plus que le nombre de la population, c'est le nombre de la population multiplié par les déplacements. Bon, donc déjà, il y a le nombre optimale, on pourrait dire, de la population, je pense, ne peut pas être déconnecté de la façon de leur mode de vie. De leur mode de vie. Ensuite, il est évident qu'à un moment donné, de toute façon, la Terre a ses limites et que la population devrait également avoir certaines limites. Hein. Vous voyez que le sujet est quand même brûlant, cette question de la population, parce qu'on est vraiment au cœur d'un de vos livres majeurs, hein, qui est cette question de taille. Hein. À partir de quel moment, ça n'est plus la taille de l'homme, hein. À partir de quel moment, en termes démographiques, il y a donc les effets de seuil, hein, on est sorti de l'humanité pour rentrer dans la fourmilière, j'en sais rien. Oui, c'est-à-dire que... à ceci près, Olivier, oui. À ceci près que dès lors qu'on touche, en particulier dans le monde chrétien, dès lors qu'on touche la taille, hein, de la population, on sent qu'on marche sur des œufs et on recourt à des euphémismes, me semble-t-il, hein, qu'on refuse de regarder la réalité en face. Moi, je veux bien qu'on puisse être 8 milliards sur Terre pour peu qu'on mène un mode de vie de chasseur-cueilleur du paléolithique. Hein. Mais c'est pas possible. Hein. Et il se trouve qu'on est 8 milliards précisément parce qu'on a un autre mode de vie. C'est ce mode de vie qui conditionne la taille de la population. Donc on ne peut pas avoir l'un et ne pas avoir l'autre. Hein. Donc, oui, mais enfin bon, ce qui complique aussi énormément les choses aujourd'hui, c'est que c'est les différences démographiques entre les différentes parties du monde. Si on prenait l'Europe laissée à elle-même, en fait, la population décroîtrait à grande vitesse. Et là, franchement, ce n'est pas les familles versaillaises qui représentent une grande menace. Ah oui, non, aucun cas. Ouais. Et alors, d'un côté, on va dire aux catholiques cessez de faire des enfants parce que vous détruisez la terre. Et dans le même temps, on dit la population européenne vieillit, c'est une catastrophe. L'ONU dit qu'il va falloir des centaines de millions d'immigrés nous n'en voulons pas. Pour pallier ce vieillissement. Donc en fait, à la fois, on dit aux gens ne faites pas d'enfants, mais après on leur dit on est trop vieux, donc il faut en importer d'ailleurs. Bon, voilà, donc à un moment donné, il faudrait choisir aussi. On a des injonctions contradictoires. Mais tout notre monde est dominé par ça. J'en ai bien conscience. Hein. Je ne parlais pas du cas européen ni du cas japonais, puisque de fait, vous l'avez dit, il y a un tassement démographique qui sont les prolégomènes d'un effondrement démographique. Hein. Mais de fait, on est entouré par des espaces civilisationnels avec une hyper-démographie qui aspirent tous. Hein. Et pourquoi le leur reprocherais-je, hein, puisque c'est le mode de vie qui est le mien, à avoir le mode de vie d'un occidental moyen. Or, de fait, ça n'est pas possible. Donc il y a un problème de taille. Hein.
Oui, donc, oui, venons-en à cette question de taille. Hein. C'est un autre livre très important pour vous. Moi, j'ai toujours en tête un chef-d'œuvre de Charles Ferdinand Ramu, grand écrivain chrétien, qui a quelque chose, un romancier d'un Péguy, un peu à la Péguy, très paysan, qui avait fait un chef-d'œuvre qui s'appelle Taille de l'homme. Hein. C'est quoi la taille de l'homme? Est-ce qu'il y a une bonne taille de l'homme? Hein? Disons entre 1,40 m et 2 Mais alors, disons alors, est-ce qu'il y a une bonne taille politique de l'homme? Hein? Parce que c'est ce à quoi il pensait, Ramu. C'était dans le cadre de la montée du communisme, hein, et de l'avènement des sociétés bourgeoises. Hein. Et Ramu considérait que ni la société bourgeoise, hein, ni la société communiste, hein, étaient à la taille de l'homme. Hein. En fait, par des hasards, mais j'en suis venu à m'intéresser à Auguste Comte, qui est une personnalité très intéressante du XIXe siècle, qui mérite d'être connu. En fait, pour Auguste Comte, il voyait trois échelles qui lui semblaient fondamentales. C'était l'échelle de la famille, l'échelle de la patrie, mais alors pour lui, c'était des petites patries qui devaient compter au maximum quelques millions d'habitants, et puis l'échelle de l'humanité. Et il disait qu'une terre bien organisée, ce serait une terre précisément qui serait divisée en une multitude de petites patries. Alors il est clair que certaines questions se posent à l'échelle globale, à l'échelle de la Terre, mais précisément c'est si les hommes habitaient chacun dans des petites patries, que toutes ces petites patries pourraient se mettre d'accord les unes avec les autres pour traiter de ces questions générales. Alors qu'en fait, le monde aujourd'hui, ce dont nous souffrons, c'est qu'il y a un certain nombre de mastodontes. Et vous voyez, pour un citoyen des Américains ou pour un Chinois, en fait, il peut confondre les États-Unis, les intérêts des États-Unis ou les intérêts de la Chine avec, ça lui masque les intérêts de l'humanité, en général. Mais avant que cela se passe à l'échelle du monde, ça s'est passé aussi à l'échelle de l'Europe. Et ça, Auguste Comte l'avait très bien prévu. Au moment où il se passe l'unité italienne, Auguste Comte écrit à des amis italiens en disant « Vous êtes fous de vous unifier, la Toscane, la Lombardie, la Sicile, c'est la bonne échelle. Et ce n'est pas vous qui devez vous unifier, c'est la France qui doit se fragmenter pour avoir des petites patries à l'échelle des anciennes provinces, comme la Bretagne, l'Aquitaine, l'Alsace. C'est ça la bonne échelle. » Et il rêvait d'une Europe qui serait composée de 70 petites patries et qui fonctionnerait bien. Mais en fait, que s'est-il passé au cours du XIXe siècle? C'est que sur le modèle de la grande nation française, eh bien, ça a provoqué l'unification italienne et l'unification allemande, et ça a donné les guerres mondiales qui ont déchiré l'Europe et le suicide de l'Europe, finalement, au XXe siècle. Donc, mais en même temps, ce sont des processus qui sont un peu inéluctables. Pour quelles raisons? Dans le contexte actuel. Pour la raison auquel j'avais déjà fait référence au début, c'est la puissance qui est donnée par la technologie. Or, la technologie de pointe, aujourd'hui, demande des investissements colossaux, et donc ces investissements colossaux ne peuvent être consentis que par des très grandes entités. Et donc ça donne une supériorité à ces grandes entités sur le reste, absolument énorme, ce qui fait qu'un petit, soit il est écrasé, soit il est obligé, pour survivre, de s'inféoder à ces grandes puissances, quand bien même cette dynamique impulsée par les grandes puissances, c'est quelque chose qui est globalement désastreux. Est-ce que cette quête de puissance est propre à la modernité, ou la modernité n'a fait que l'amplifier et l'accélérer? J'ai en tête un mot rapporté par Boswell dans sa vie de Samuel Johnson, hein, donc on est au cœur de la révolution industrielle anglaise. Hein. L'un des deux va visiter je ne sais quelle usine où il y a James Watt, hein, et l'industriel, le savant industriel lui dit « Ici je vends de la puissance hein. ». Et on sent qu'il est gonflé d'importance, il est gonflé de puissance hein, quand il dit « je vends de la puissance hein ». Est-ce que ça c'est propre hein, à la révolution mécanique, industrielle, ou est-ce qu'elle n'est pas inscrite, ce désir de puissance hein, dans quelque chose qui est le propre à notre espèce hein?
Vaste question. Oui, mais... c'est inscrit sans doute dans notre espèce, mais il y a énormément de choses qui sont inscrites dans notre espèce. Il y a le désir de puissance, certes, mais il y a le désir de sagesse, il y a le désir d'être bien avec les autres. Convenez qu'il n'est pas dominant, de sagesse. Hein. Bah, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, il y a une chose qui est très frappante, c'est que bon, si on prend les Grecs, pour eux, le grand péché, c'était l'hubris, un autre nom de la démesure. Sur le temple, dans le temple de Delphes, qui était le plus grand sanctuaire grec, les deux grandes sentences, c'était rien de trop. Et puis, connais-toi toi-même. Et connais-toi toi-même, ça ne voulait pas du tout dire va faire une psychanalyse. Ça voulait dire sache que tu es mortel. Ne te monte pas la tête. Sache que tu es mortel. Trouve ta bonne place à l'intérieur du cosmos. Voilà. Et donc, en fait, les Grecs qui ne disposaient pas du tout de la puissance gigantesque de la technologie aujourd'hui, en même temps, s'avertissaient sans cesse des risques de la démesure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'Europe moderne, elle, avant même de disposer d'une grande puissance, a fait l'apologie du renversement des limites. On raconte que Hercule, sur les colonnes qui portent son nom, avait gravé la sentence Nec plus ultra, et pas plus loin. Et Charles Quint, au XVIe siècle, prend comme devise de son empire plus ultra. Et de ses bateaux. Voilà. Donc là, il y a quand même une promotion de l'illimité. Comment dire, qui a toujours été présente. Les Grecs, ils ne se seraient pas avertis des risques de la démesure s'ils n'avaient pas été habités par cette tentation. Par cette démesure. Mais en même temps, s'ils s'avertissaient des dangers de cela, ça veut dire qu'il existe aussi d'autres tendances. Et en fait, on peut dire que à peu près dans toutes les sociétés traditionnelles, c'était la tendance prudente et conservatrice qui était quand même valorisée, alors que la grande spécificité des sociétés modernes, c'est d'avoir valorisé, au contraire, l'outrepassement des limites. Ouais. C'est très curieux. Il nous a fallu au préalable peut-être lever l'interdit, cet interdit religieux, puisque les Grecs, en effet, étaient dominés par l'hubris. Vous citiez Homère, l'Odyssée, l'Iliade, surtout l'Iliade, la guerre de Troie. La guerre de Troie, c'est... Aucun frein à la colère d'Achille, aucun frein à la violence. Oui, mais ça se termine, les récits grecs, les tragédies grecques, se terminent toujours par une forme de réconciliation. À la fin de l'Iliade, ça se termine avec Achille et Priam, dont il a tué le fils Hector, qui pleurent ensemble. Et puis après, ils sont punis de toute façon, tous. Ils pleurent ensemble, et Achille qui finalement rend à Priam le corps d'Hector pour qu'il puisse lui donner de dignes funérailles. Mais ça, c'est la fonction de la sagesse. Regarde, ce qui se passe avec le mythe de Prométhée, c'est absolument extraordinaire. Les modernes aiment beaucoup se réclamer de Prométhée qui a envoyé balader les dieux. Bon. Mais en fait, il se trouve que, c'est peut-être une fatalité, mais la seule tragédie dont nous disposions qui traite du cas de Prométhée, c'est le Prométhée enchaîné. Mais toutes les tragédies grecques s'inscrivaient dans une trilogie. Et après le Prométhée enchaîné, il y avait le Prométhée délivré. C'est-à-dire que dans le Prométhée enchaîné, Prométhée est puni par Zeus et Prométhée refuse toute conciliation avec Zeus. Il préfère subir son supplice pour l'éternité plutôt que de se réconcilier avec Zeus. Mais en fait, ça n'est qu'un moment. La rébellion, finalement, va se résoudre dans la tragédie suivante, qui s'appelle le Prométhée délivré, et où Prométhée révèle à Zeus le secret dont Zeus a besoin pour se prémunir du triste sort qu'ont connu ses pères, son grand-père et son père, Cronos et Ouranos et Cronos, qui ont été renversés par leur fils. Et donc là, vous voyez, la modernité isole dans le mythe de Prométhée l'épisode de rébellion, sans voir que pour les Grecs, il y avait une place pour la rébellion, à condition que la rébellion, à un moment donné, amène un nouvel équilibre, à une forme de réconciliation. Ouais.
et ce qui n'est plus le cas avec la modernité. Et est-ce que c'est la fonction dans le christianisme de l'enfer, de la punition, chez la psychanalyse, du surmoi? Le surmoi, c'est le tribunal de la conscience. Hein. Est-ce que c'est la fonction du décalogue dans la Bible, précisément, d'encadrer ce désir, de ces désirs d'illimitation, de toute puissance? En fait, c'est le sens déjà de l'interdit qui est donné dans la Genèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interdit que donne Dieu à Adam et Ève dans le jardin, ça n'est pas une restriction à ses dons, mais c'est un don supplémentaire. C'est-à-dire qu'il leur fait le don non seulement des choses, mais de la limite. Donc il ajoute à tout ce qu'il leur a donné le don de la limite. Et le serpent, son discours, c'est de faire comprendre la limite comme étant quelque chose qui enferme, au lieu d'être quelque chose qui permet de vivre harmonieusement dans le monde. Après, si on prend le décalogue, à quel moment le décalogue est-il donné dans la Bible? Dans l'Exode, puisque auparavant les Hébreux vivaient en Égypte comme esclaves, et donc là ils n'avaient pas besoin de loi, puisque de toute façon ils devaient obéir aux ordres du maître. Et c'est au moment où ils vont vivre libres que précisément ils ont besoin d'une loi pour faire un bon usage de cette liberté. Et la loi n'est pas une restriction à leur liberté, elle est ce qui va leur permettre au contraire de vivre libre. Bon, voilà, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est le caractère positif de la limite, de certaines limites. Bon, j'ai un ami qui est professeur dans le secondaire, et les parents avaient été convoqués parce qu'au collège, cet élève se comportait de manière absolument odieuse et incontrôlable. Et les parents arrivent convoqués, donc, et ils disent, ils sont bien maris, et ils disent, bah oui, je sais, on sait bien, il se comporte très mal, à la maison c'est pareil, il est épouvantable, je ne comprends pas, on lui donne tout ce qu'il veut. Bon. Et il faisait à aucun moment le rapport entre le fait qu'il lui donnait tout ce qu'il veut et le fait qu'il se comportait de manière odieuse. Et plus il se comportait de manière odieuse, plus ils essayaient d'apaiser la chose en lui en donnant encore plus, quoi. Et ce qu'il lui avait jamais donné, c'était précisément la limite, c'était le non. Ouais. Et comment le reprocher aux parents? Tout dans la société les encourage à ne pas avoir de limites, à combler tous les désirs. Bien sûr. Donc si le capital culturel ou la sagesse fait défaut... La publicité, par exemple, est une perpétuelle propagande pour le sans limite. Il y a un homme, et plus largement qu'un homme, une pensée qui a beaucoup compté pour vous, sauf faire de ma part, même il est en partie à l'origine d'un de vos livres, Une question de taille que j'évoquais, c'est Ivan Illich, 1926-2002, pour le situer, parce qu'on l'a un petit peu oublié, mais c'est un esprit lumineux, encyclopédique, qui renouvelle notre vision des choses et qui est resté à travers la notion de convivialité. La convivialité dont se sont emparés beaucoup d'écologistes, de chrétiens, de décroissants. Eh bien, un des grands penseurs de la convivialité, c'est Ivan Illich. C'est un personnage, moi, qui me fascine, comme vous, Illich, parce que c'était un prêtre étrange. Il appartenait à la grande aristocratie européenne. Il avait un peu de sang autrichien, polonais, mais que du sang noble, avec des quartiers de noblesse qui remontaient. Croate, son père était croate. Mais un peu de tout, je crois. Il y a un peu d'autrichien, un peu de... Oui, enfin sa mère était allemande, luthérienne, mais d'origine juive. Ouais. Oui, enfin bon, cela étant, il est né à Vienne, et dans ce creuset où se rencontraient un peu tous les peuples de l'Europe. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a intéressé chez lui? Est-ce que c'est les concepts, on va en parler, qu'il a inventés, entre autres le concept de contre-productivité, qui recoupe certains de vos travaux, beaucoup de vos travaux, je trouve même. C'est à un moment donné, c'est la thèse d'Illich, pour que les gens comprennent, c'est qu'à un moment donné, la voiture fait perdre du temps.
Pourquoi? Parce qu'il y a des embouteillages. À un moment donné, l'hôpital tue. Parce que notre système immunitaire s'effondre. À un moment donné, l'école n'apprend plus. Illich pointait que dans les sociétés traditionnelles, en particulier dans les mondes non européens, les enfants parlaient 3, 4, 5, 6 langues. Hein. En Papouasie, on parle 5 à 6 langues. Hein. Donc ce sont des polyglottes. Hein. Pourquoi? Parce que chaque petite structure locale a sa propre langue vernaculaire. Hein. Et donc l'école nous désapprend ça. Donc c'est un effet de contre-productivité. Est-ce que c'est ça qui vous a intéressé dans l'œuvre d'Ivan Illich, hein? Oui, alors il y a effectivement sa grande critique des méga-systèmes contemporains qui sont producteurs de contre-productivité. C'est-à-dire qu'on est face à une question, on essaye d'améliorer les choses en mettant en place un certain dispositif. Au début, évidemment, il produit des effets positifs. Et puis, au fur et à mesure du temps, le dispositif continue de grossir et s'autonomise. Et au bout d'un moment, finalement, le dispositif, au lieu de servir, il se met quelque chose qu'il faut servir et qui devient antagoniste vis-à-vis des questions qu'il était censé résoudre. La question de l'éducation était un très bon exemple. En fait, l'école, elle s'est mise en place pour essayer de donner à tous les enfants un certain type d'instruction qui n'est pas donné en général dans les familles. Et puis petit à petit, l'école a grossi, elle a pris les enfants de plus en plus tôt pour les lâcher de plus en plus tard. Et puis elle a prétendu non plus seulement instruire les enfants, mais même les éduquer. Et en fait, que se passe-t-il à partir de ce moment-là? C'est que les parents se disent, après tout, l'éducation, il y a une institution qui est là pour s'en occuper. Il paraît qu'elle fait mieux que nous. Et donc en fait, la fonction éducative des parents s'amenuise. Et ils envoient alors à l'école des enfants non éduqués, ce qui en fait rend la possibilité pour l'école de les instruire cette possibilité est pratiquement réduite à néant, ce qui fait qu'on sort de l'école aussi ignorant, voire davantage que lorsqu'on y était entré. Mais là, en fait, c'est l'inflation de l'école qui a produit sa propre impuissance. Parce que les parents se déchargent complètement sur elle de ce qu'ils étaient véritablement à même de faire. Enfin, je dis les parents, les adultes d'une manière générale. Auparavant, en fait, tout adulte se sentait habilité vis-à-vis d'un enfant d'intervenir dans son comportement. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est à l'école de s'en charger et elle est incapable, elle croule sous la tâche. Où vous situeriez politiquement Ivan Illich? Il a été beaucoup lu en France par la gauche, la deuxième gauche. C'est très intéressant. Moi, c'était l'Obs en France qui faisait la promotion d'Illich, et puis après on a cessé de le lire. Hein. Mais peut-être vous expliquerez pourquoi, parce qu'il a sorti d'autres livres qui n'ont pas rencontré la sympathie, en tout cas dans les familles de la gauche française. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond d'anarchisme? C'est ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un fond d'anarchisme en vous écoutant parler d'Auguste Comte, hein, en vous lisant? Est-ce qu'il n'y a pas un fond d'anarchisme chez vous? Auguste Comte, il n'était pas anarchique. Non, on se comprend. Non, pas alors, au contraire. Ça... Non, simplement sur l'idée. On se comprend. Sur l'idée. Il y a un pays qui a pris comme devise sur son drapeau Brésil. C'est le Brésil, un précepte positiviste comtien, et c'est ordre et progrès. Olivier, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. J'ai bien senti que vos sympathies pour Auguste Comte n'allaient pas pour cet Auguste Comte-là. Alors, je ne suis pas du tout contre l'ordre. En fait, c'est Paul Valéry qui disait qu'il y avait deux menaces qui ne cessaient de peser sur le monde, l'ordre et le désordre. Bon, voilà, on est entre les deux. Trop d'ordre, c'est mauvais, mais trop de désordre, c'est mauvais aussi, quoi. Donc on est obligé de naviguer entre les deux. Alors comment on instaure, quand on est lecteur d'Ivan Illich, hein, comment on instaure de l'ordre dans une société? Moi j'aurais tendance à dire à travers entre autres le phénomène de l'institution. Or la critique la plus radicale que j'ai pu lire, hein, portée contre l'institution, et en tout cas la première des institutions, pour un prêtre catholique, hein, ce qu'était Illich, hein, c'est l'Église. Hein. Oui, alors en fait c'est... Quand même, à un moment donné, Illich dit que sans l'Église, nous n'aurions pas les évangiles qui nous permettent de critiquer l'Église.
En fait, la première mission de l'Église, c'était quand même de transmettre l'enseignement de Jésus, tel qu'il est exprimé dans le Nouveau Testament. Et il faut bien reconnaître que sur cette fonction fondamentale, elle a accompli sa tâche, puisque 2000 ans après le Christ, le Nouveau Testament est toujours là. Et ceux-là même qui critiquent l'Église pour trahir en trahissant, disent-ils, les évangiles, en fait, c'est grâce à l'Église qu'ils connaissent les évangiles. Bon, donc il faut être tempéré quand même, et c'est ce qu'était Illich vis-à-vis de l'Église. Il critiquait l'Église tout en reconnaissant quand même ce qu'il lui devait. Mais quel était son rapport aux institutions en fait, et le vôtre, hein. Ouais. En fait, le problème des institutions aussi, c'est... là, on retombe aussi sur les questions de taille. Parce que, si vous voulez, dans un monde convivial, qu'est-ce que c'est qu'un monde convivial pour Ivan Illich? C'est un monde qui est proportionné aux facultés humaines. Et donc, en fait, c'est un monde où les proportions sont respectées pour que les facultés humaines s'épanouissent au mieux et soient les plus fécondes possibles. Et donc pour ça, justement, un certain nombre de limites, de proportions sont à respecter. Vous voyez, par exemple, il n'était pas contre la technique, mais une technique conviviale, ça va être le vélo, parce que le vélo, ça vous permet d'aller plus loin que si vous êtes simplement à pied, mais en même temps, le vélo, pour le faire avancer, il faut tourner les jambes, et ça, si vous voulez, ça magnifie la puissance que vous avez dans vos jambes. En revanche, si vous prenez un avion, vous êtes sanglé sur un siège. Alors certes, vous pouvez aller très vite d'un endroit à un autre, mais sans que votre corps ne soit impliqué en rien, et ça humilie complètement vos facultés corporelles. Alors que le vélo magnifie vos facultés corporelles, l'avion humilie vos facultés. Et les atrophie. Et les atrophie, voilà. Et donc, pour Illich, un monde convivial, c'est un monde qui est proportionné aux facultés humaines pour qu'elles s'expriment au mieux et soit... Vous n'avez pas le sentiment, Olivier Rey, que grenouillant, pour ce qui me concerne, dans des mondes un peu écolos, décroissants, c'est devenu une tarte à la crème moi, à tel point qu'à titre personnel, je ne parle plus de convivialité, mais je parle en bon français de commensalité, parce que j'ai l'impression que la convivialité, c'est un univers sinistre et dépressif de décroissant. Oui, mais ça, c'est le destin d'énormément de mots. En fait, Illich, à l'époque, a choisi le mot de convivialité parce que personne n'en parlait. Il lui a donné un sens qui était le sien. Et puis après, il y a des tas de gens qui s'emparent du mot. Mais c'est parce que donc, ça veut dire qu'il y a un vice dans le mot dans ces cas-là. Si Anne Hidalgo, dans la ville de Paris, parle d'une ville conviviale, c'est que le mot est vicié. Parce qu'il ne dit pas grand-chose, ce mot. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a aucun mot qui est protégé. Mais qu'est-ce qu'il dit politiquement de nous, ce mot? La société conviviale, hein. Comment on l'organise politiquement, cette société conviviale? Non, mais c'est là où, en fait, pour Illich, il y avait quelque chose qui était fondamental, qui fondait son anti-technologisme. C'est que, précisément, un monde convivial ne peut être qu'un monde où la technologie moderne n'a pas sa place. Si on prend le problème des institutions, justement, le problème des institutions ne se pose absolument pas de la même manière si vous êtes au niveau d'une cité grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ ou bien de l'Union européenne. Voilà, donc en fait, vous voyez, ça c'est typique de ces problèmes où on va raisonner est-ce que l'institution est bonne ou mauvaise sans l'inscrire dans un horizon quantitatif qui fait que le terme ne veut absolument plus dire la même chose. Dans la cité démocratique grecque, l'institution, c'était quelque chose qui faisait participer tous les citoyens à la vie commune, alors qu'aujourd'hui, les institutions européennes sont quelque chose qui sont là pour évacuer tout rôle des personnes
à l'intérieur du fonctionnement d'une méga-machine. Donc ça veut dire qu'on ne sort toujours pas de cette question de taille. Hein. Oui, on est en permanence dans cette question de taille. Pour ça donc ça que, veut dire que je me suis consacré à cette question-là, parce que c'est une question. Pendant qu'on se crêpe le chignon sur, si vous voulez, la démocratie, la technique, enfin, etc., en réalité, on passe à côté des enjeux fondamentaux qui ne sont pas la démocratie, la technique, etc., qui sont à quelle échelle vivons-nous? Ouais. Mais alors comment on la résout? Si tant est qu'on puisse la résoudre, mais on est contraint de la résoudre par l'importance de la population, par l'importance cancéreuse des institutions que vous évoquez. Ne parlons même pas des majors, des grandes entreprises, des GAFA, qui sont devenues si puissantes, plus puissantes que des États. Comment on arrive à résoudre cette question de taille, à la résorber quand elle acquiert une trop grande importance, hein? Vous voyez, à la fin du Nouveau Testament, il y a un texte étrange attribué à Saint Jean qui s'appelle l'Apocalypse. Et en fait, pendant de nombreux siècles, les chrétiens n'ont pas trop su quoi faire de ce texte, et en particulier la modernité qui a vu une sorte d'archaïsme. Alors surtout qu'en plus, dans l'Apocalypse, il se passe cette drôle de chose que le monde s'effondre. Il s'effondre aussi à cause du péché des hommes. Et donc là, il y a une sorte de confusion entre l'ordre physique et l'ordre moral qui est un scandale pour la mentalité moderne. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec le dérèglement climatique, l'effondrement de la diversité des espèces, enfin, la raréfaction des ressources, enfin, tout cela, en fait, on voit là effectivement un monde qui s'effondre et un effondrement qui est quand même en lien aussi avec les comportements humains. Prenez une catastrophe comme Fukushima, c'est un tsunami et une centrale nucléaire. Et c'est la rencontre du tsunami avec la centrale nucléaire qui crée la catastrophe. Alors, est-ce que c'est une catastrophe naturelle ou est-ce que c'est une catastrophe humaine? C'est ni l'un ni l'autre. Il y a une confusion entre les deux. Bon, et en fait, voilà, je pense que le texte aujourd'hui qui va prendre de plus en plus d'actualité pour comprendre le monde, c'est l'Apocalypse. Vous parliez de cancer, oui, un cancer en général, ça se termine quand même pas très très bien. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique qui est tellement gigantesque que par sa simple inertie, c'est un peu comme le Titanic quand il y a l'iceberg en face, c'est sans remède. C'est comme mes cheveux dont on parlait au début, voilà, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Insoluble. C'est insoluble. Et en fait, je pense que le 21e siècle va être un siècle extrêmement convulsif. Et je ne sais pas du tout ce qu'il va en sortir, mais ce qui est certain, c'est que la trajectoire sur laquelle on est ne va pas pouvoir continuer encore bien longtemps. Alors ce qui va devenir, je ne sais pas trop. Et par rapport à la technologie, je pense que les personnes qui ne disposeront pas de la technologie seront en très fâcheuse posture parce qu'elles n'auront pas accès à la puissance extraordinaire que donne la technologie. Mais en même temps, les personnes qui dépendent complètement de la technologie risquent aussi à un moment donné de se retrouver en très fâcheuse posture si le système général se dérègle et qu'à ce moment-là, la technologie n'est plus d'un grand secours. Si tout d'un coup le courant n'arrive plus dans les prises, par exemple, voilà, tout d'un coup, on s'aperçoit que toute cette puissance technologique, elle disparaît du même coup. Et donc, je ne sais pas du tout si l'avenir appartient à ceux qui auront la 100G ou à ceux qui sauront se débrouiller avec la 0G. Voilà, la question est ouverte. Hein. Ouais, entre qui seront en orbite ou dans la caverne, voilà, mais de l'un à l'autre. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des solutions d'aménagement entre les deux. Vous êtes plutôt sensible à cette thématique collapsologique. Maintenant, on recourt à l'anglicisme, il s'est imposé par chez nous. Il y a même une discipline qui s'appelle la collapsologie, donc le discours sur la fin du monde. Hein. Pour autant, moi j'ai toujours en tête Hobbes, mais pas seulement Hobbes, même la théologie chrétienne. Hein. L'Église a veillé à partir du 7e, 8e, je ne suis pas un spécialiste, mais au début du Moyen-Âge, l'Église a fait en sorte que les chrétiens finissent avec cette vision apocalyptique des choses, parce que, c'est ce que disent les théologiens, le type qui croit dans l'Apocalypse s'empare du temps. Et la personne qui s'empare du temps, elle est ingouvernable. Ça, c'est là où je fais intervenir Hobbes. Hein.
Hobbes écrit noir sur blanc qu'on ne peut pas s'en remettre à l'idée de fin du monde, hein, puisque la société en devient ingouvernable. Hein. Or, nous voulons gouverner la société. Un de nos problèmes majeurs qui est le nôtre, hein, c'est la société qui se délite, c'est l'entropie qui s'empare des choses, donc c'est un désordre croissant dans le monde. Hein. Et si là-dessus je dis qu'il y a une apocalypse qui arrive bientôt, bah, elle va surgir de fait, hein, puisque je ne peux plus organiser la société. Comment je fais pour organiser une société, moi politique, hein, si je m'appuie sur un discours apocalyptique, hein? Non, mais moi je m'appuie pas sur un discours apocalyptique. Je parle pas spécialement de la catastrophe, des catastrophes à venir. Je dis simplement que la trajectoire sur laquelle on est n'est pas prolongeable au cours des décennies à venir. Donc, non, vous dites autre chose. Il va y avoir des convulsions. Non, vous dites autre chose, mais j'aurais du mal à vous contester sur un plan scientifique. Vous dites que l'inertie des sociétés est telle, hein, et la vitesse et l'inertie des sociétés est telle, leur masse en fait, hein, question de taille, hein, qu'on ne peut pas l'arrêter en 5 minutes. On est dans un processus. Voilà, on ne peut pas arrêter le Titanic sur 100 mètres. Peter Sloterdijk, on est dans l'avalanche. Hein. Bon, voilà, il faut attendre que la neige soit arrivée en bas. D'accord. Pendant ce temps-là, on fait comme on peut. Ouais. Et je pense que ce qui est important, c'est pendant ce temps-là de préserver, des facultés humaines fondamentales qui permettront de ne pas simplement subir les événements, mais de rendre capable d'en tirer parti pour réaménager un monde... alors, je ne vais pas dire plus convivial, parce que, je vais vous tomber dessus. Là maintenant, le terme est complètement disqualifié. Mais voilà, un monde qui nous plairait davantage. Mais alors, peut-être un autre terme qui est aussi problématique, puisqu'on recherche des réponses sociales, politiques, hein, à la crise que nous traversons. La décroissance, hein, même si le mot pose lui aussi des problèmes, hein. Est-ce que la décroissance peut être mise à l'ordre du jour politique, hein? Est-ce qu'elle peut parler aux sociétés? Parce qu'aujourd'hui, elle parle aux individus, comme les écoles de sagesse, en fait. Hein. L'école de sagesse parle très bien à un individu pris aux éléments. Comment faire pour que ce genre de courant de pensée puisse parler au corps social, hein? Est-ce que ce n'est pas là l'enjeu? Alors, bon, un reproche qui est souvent fait au terme de décroissance, c'est son caractère négatif. Hein. Bon, personnellement, je trouve que c'est une objection qui n'est pas très sérieuse. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui fait 200, 250 ou 300 kilos que lui dire qu'il faudrait qu'il maigrisse, c'est négatif. Non, il ne doit pas maigrir, il doit maigrir pour retrouver la santé. Si vous voulez, il faut prendre la décroissance non pas comme un absolu, encore une fois, mais comme quelque chose d'opportun dans la situation actuelle. Après un certain nombre de siècles de croissance échevelée, si on se dit que cette croissance, elle a créé un certain nombre de problèmes épouvantables, une certaine phase de décroissance serait sans doute la bienvenue pour donner un peu de répit au monde et pouvoir se réorganiser de meilleure façon. D'ailleurs, le journal qui s'appelle La Décroissance, il a pour sous-titre « Et de la joie de vivre ». En fait, mais c'est une antiphrase. Hein. Étant un lecteur régulier de ce journal, c'est une antiphrase. Je vous assure, les gars. Ils ne sont pas très joyeux. Bah ouais, je sais pas. C'est un détail. C'est un détail. Mais enfin, en tout cas, c'est quand même ça le but. C'est pas de décroître pour décroître, en fait. C'est de décroître pour vivre dans un monde meilleur. C'est pas... la décroissance est aussi un terme qui a été choisi précisément pour sa négativité, pour le rendre difficile, le plus difficile possible, sa récupération, comme vous parliez, comme a été le mot de convivialité. Non, de fait, oui, un parti de la décroissance, mais il n'a jamais décollé, il n'a jamais cru. Voilà. Il y a un autre point en réponse, hein, au gigantisme, au taille XL, hein, à l'enlaidissement, c'est la beauté. Moi, j'ai en tête un papier que vous aviez donné à Éléments sur la beauté, qui était superbe. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser une politique de la beauté? Est-ce que ces deux mots-là sont accordables, hein?
Sans recourir à Dostoïevski sur autre tarte à la crème sur la beauté sauvera le monde. Politique de la beauté, malheureusement, moi ça me fait penser au grand projet que Jack Lang avait soumis à François Mitterrand en 88. Il voulait un grand ministère de l'intelligence et de la beauté. Et franchement, je pense qu'on aurait besoin d'une dé-Jack-Langisation du monde. Donc non, enfin franchement, un ministère de la beauté, je trouve que c'est absolument une monstruosité. Vous avez raison, en fait, je pense que c'est une mauvaise politique. Enfin, comment dire? Oui, c'est une mauvaise politique qui produit un enlaidissement du monde, et que si on vivait avec une politique saine, en fait, la beauté s'en suivrait. Mais pour moi, la beauté, c'est une efflorescence qui vient spontanément lorsque les choses se portent bien. Elles sont l'expression naturelle d'une vie humaine qui se vit comme elle doit se vivre. Donc, vouloir la piloter politiquement, je pense que c'est prendre les choses... Non, vous avez raison. Je pense que c'est vraiment prendre les choses dans le mauvais sens. Hein. Ouais. Il suffit de sortir Jack Lang pour condamner toute forme de... Vous êtes chrétien, on l'a dit, mais vous avez cité Homère. Hein. Moi, je trouve que... Oui, enfin, je suis chrétien. En fait, c'est une chose qui... Moi, j'ai grandi dans une famille où la religion, c'était l'opium du peuple, enfin une chose complètement dépassée. Et il s'est passé une chose extrêmement curieuse, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais jeune, pour moi, les personnes que je rencontrais qui avaient la foi, que je pouvais trouver par ailleurs fort intelligentes, avec des tas de qualités, mais à cet endroit-là, pour moi, ils me disaient, là, tout d'un coup, ça s'effondre, ils ont une déficience, une faiblesse, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un truc voilà, c'est une sorte de trou dans lequel elle tombe. Et puis, en fait, aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas la foi, pour moi, c'est un peu comme des daltoniens qui vous diraient que les couleurs n'existent pas. Bah oui, sans doute que pour eux, ils ne voient pas les couleurs, mais enfin, bon, c'est une déficience de leur part. Handicap de leur côté. C'est un sens qui leur manque. Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'au cours de mon existence, je n'ai pas senti la transition d'un pôle à l'autre. Je ne sais pas comment ça s'est fait. J'étais complètement dépourvu de la foi dans ma jeunesse. Aujourd'hui, j'ai une foi dont je sais qu'elle ne me quittera plus, mais je ne sais pas du tout comment les choses se sont produites. Il a fallu que vous vous baptisiez. Ah non, j'avais quand même été baptisé. Oui, vous bouffiez du curé quand même, modérément. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais une grand-mère qui quand même avait intercédé en disant, quand même. Donc en fait, pour faire plaisir à ma grand-mère, mes parents avaient consenti au baptême. D'accord. Donc ça s'est fait en douceur. Hein. Si j'évoquais la question du christianisme, pas la question, mais aussi les Grecs, hein, parce que vous les connaissez bien, vous avez évoqué l'Ubris, rappelez votre lecture d'Homère. Hein. Moi, je trouve que l'idéal de beauté que vous portez est assez grec. Hein. Il est surtout grec. Hein. Mais peut-être que je me trompe, c'est un idéal de proportion, d'équilibre, hein, de mesure, c'est les mots que vous avez cités, qui reviennent dans vos livres. L'ambiguïté du nombre, parce que pour la mesure, dans toute une école grecque, le nombre, c'était la racine de l'harmonie. C'est le Pythagore. Hein. Mais en fait, aujourd'hui, le nombre est plutôt devenu le synonyme de quantité immaîtrisée. Et vous êtes sensible à cette vision d'un ordre, c'est l'harmonie, sauf faire de ma part, quand on passe du chaos au cosmos, hein, en tout cas dans les mythologies et les légendes grecques, hein, c'est parce qu'il y a un passage du désordre à quelque chose d'harmonieux, à quelque chose d'équilibré, à quelque chose de stable. Hein. C'est la vision du monde après laquelle, enfin on court pas après une telle vision du monde, hein, mais dont vous appelez la venue. J'appelle la venue. Non, que vous défendez et portez. J'aimerais bien, mais bon. Ça se fait pas, ça se fait pas sur un claquement de doigts. Mais vous m'avez compris. Oui, mais en fait, je vous dis, ça suppose un certain nombre de conditions
de taille, de dimension qui aujourd'hui ne sont pas réunies. Donc on peut le regretter, mais c'est comme ça. Ah ouais. Alors moi je vous repose une question, ce sera parmi mes dernières. Hein. Et donc ça veut dire que nous sommes impuissants, puisque la vision du monde que nous défendons, que nous chérissons, enfin, que nous avons épousée, n'est pas entendue par le nombre, justement. Ne trouve pas d'écho dans le nombre. Hein. Ça veut donc dire que je peux faire moi mon salut individuellement, que moi, Olivier Rey, je peux faire mon salut individuellement, mais comme nous sommes des créatures pleines d'empathie, nous voulons également faire contribuer au salut des autres. Hein. Nous voulons également contribuer au salut collectif. Hein. C'est-à-dire que toutes les écoles de sagesse que j'aime, sans les épouser complètement, mais que je suis, en tout cas que je lis attentivement, peuvent me guérir moi, mais ne guérissent pas la société de sa folie de gigantisme. Hein. Bah, non, mais c'est ce que, effectivement, il y a une pièce de Beckett, je pense que ça doit être en fin de partie, où il y a un des personnages qui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre répond quelque chose suit son cours. Voilà, ça résume extrêmement bien notre situation. Nous sommes pris à l'intérieur d'un processus qui échappe à toute, qui est devenu trop gros pour que précisément il soit encore contrôlable. Mais en même temps, il y a une phrase dans une épître de Saint-Pierre qui s'adresse à ses coreligionnaires. Nous sommes à une époque où beaucoup parmi les premiers chrétiens pensent que la fin du monde est proche. Et Saint-Pierre leur dit, finalement, puisque tout est en voie de destruction, voilà, donc voilà, cette idée que quelque chose est en train de s'effondrer, elle existait aussi à cette époque. Elle est contemporaine du christianisme. Et enfin, du christianisme. il leur dit, mais puisque tout est en voie de destruction, voyez sans attendre quels hommes vous devez être et comment vous devez vivre. Et donc à ce moment-là, cette pensée d'une impuissance d'action sur le processus est aussi une invitation à habiter la vie dans ce qu'elle a de plus merveilleux tout de suite et sans réserve. Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé à la fin du Rouge et le Noir de Stendhal, où Julien Sorel se retrouve en prison en attendant sa prochaine décapitation. Et il y a Madame de Rênal qui vient lui rendre visite. Et en fait, c'est le moment où Julien Sorel va connaître les seuls vrais moments de bonheur dans sa vie. Et où il peut véritablement goûter cet immense amour qu'il a pour Madame de Rênal, qu'il n'a pas goûté alors qu'il était précepteur chez elle quand il était au début du roman à Verrières. Et il lui dit qu'est-ce qui l'a empêché de vivre véritablement comme il le fallait cet amour lorsqu'il en avait tout le loisir. Il disait, j'étais aux pensées grandioses de ce que je devais accomplir pour ensuite pouvoir vivre avec toi. Alors qu'en fait, il lui suffisait de vivre avec elle. Bon. Et c'est précisément quand il est libéré de cette idée de tout ce qu'il devrait faire pour aménager un monde dans lequel enfin il pourrait vivre comme il a envie de vivre, eh bien en fait le fait de ne pas avoir véritablement prise sur le processus général, on peut aussi le prendre comme une forme de libération. Tout d'un coup, à la modernité qui nous a tellement bassinés avec tous les sacrifices qu'on devait faire pour le monde merveilleux qui allait suivre, finalement, la différence la rupture que je vois entre modernité et postmodernité, c'est le rapport à l'avenir. La modernité, elle était là avec l'idée d'un avenir qui serait toujours meilleur. La postmodernité, on ne sait plus du tout ce que sera l'avenir, s'il y en aura un, s'il n'y en aura pas un, on ne sait plus. Et finalement, je trouve que on ne décide pas de toute façon du monde dans lequel nous vivons, il faut l'accueillir tel qu'il nous est donné, on n'en a pas la maîtrise. Et ce qu'il faut essayer, c'est d'en faire le meilleur usage possible. Et l'état actuel du monde nous interdit un certain type d'action, parce qu'effectivement, il n'est plus à notre mesure. Mais d'un autre côté,
cette frustration qu'on a d'un côté, elle peut se transformer en quelque chose de positif dans l'invitation qui est faite à ne plus se soumettre à des tas de choses ennuyeuses et à essayer de vivre au présent selon ce qui nous semble véritablement bon. J'ai mon ami Fabrice Adjadj, il a 9 enfants, lui. Vous voyez, donc, mais alors, en fait, vous voyez, quand dans l'ambiance postmoderne, où on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, s'il y aura un avenir, c'est monstrueux de lancer. Il y a plein de gens qui disent, mais moi, vu le monde tel qu'il est, je préfère ne pas faire d'enfants, les pauvres, je ne veux pas les condamner à vivre dans ce monde épouvantable. Mais en fait, il me dit, c'est, par exemple, je ne sais pas, il apprend la musique à ses enfants, mais parce que c'est bien de faire la musique. Et vous voyez, c'est pas... Et il ne va pas dire à ses enfants, fais une école de commerce pour après avoir un bon salaire. Quand tu auras un bon salaire, tu pourras t'acheter une belle maison. Et quand tu auras une belle maison, tu pourras... Enfin, etc., etc., etc. Il faut se concentrer sur ce qui vaut en soi-même. Voilà. Merci Olivier Rey. Ce sera... Enfin, du moins, il faut essayer autant que possible. Merci à vous, Olivier Rey. Ce sera le mot de la fin. Et Merci retrouvez-nous pour le prochain portrait d'éléments.